cite, hein, directrice marketing, communication commerciale, expérience client et tarification chez Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Ça fait beaucoup pour une seule personne, non? Ouais, ça fait beaucoup. C'est des grosses responsabilités. Non, on peut résumer ça. En fait, c'est du marketing au sens large avec quasiment toutes les dimensions du marketing mix en réalité. Alors ça, c'est un poste sur mesure. C'est quelque chose qui a été créé. Enfin, honnêtement, j'ai rarement vu quelqu'un qui a autant d'éléments associés les uns à côté des autres. Justement, c'est quelque chose qui a été une volonté, lorsque vous avez pris le poste, de rassembler ces différents éléments. Ils étaient séparés avant ces postes? Oui, tout à fait. En fait, j'ai pris les fonctions en 2020, donc il y a un peu plus de 2 ans. Et effectivement, tous ces pôles étaient en fait séparés dans différentes directions, voire on avait des pôles qui avaient quasiment disparu. La dimension marketing avait vraiment perdu en substance. On avait considéré qu'à un moment donné, il suffisait d'avoir des chefs de produits et puis de les mettre en marché et puis que le reste devait se faire tout seul via les commerciaux. Et donc tout ça a été effectivement repensé. On s'est dit non, il y a vraiment besoin d'apporter une dimension marketing beaucoup plus forte pour mettre en valeur les produits, pour aller travailler justement la manière de distribuer ces produits. C'est comme ça qu'on dit dans le secteur bancaire, ça fait très grande distribution, mais finalement d'aller approcher les clients et de proposer de la bonne manière le bon produit, le bon service au bon moment, et donc via tous les canaux, soit de communication, soit des canaux marketing plus ciblés, et puis évidemment la partie marketing digital aussi, à laquelle on a redonné un peu plus de dimension et d'importance. D'accord, donc en fait, c'est pas, on va dire, du marketing ou de l'affichage, voire du ripollinage. Vous pouvez applaudir à chaque fois. Bon, ça va, c'est bon. D'une fonction existante, c'est véritablement la création. L'objectif derrière, j'imagine, de ce que je comprends, c'est de casser des silos. C'est ça, effectivement, c'est de casser des silos et de se dire qu'en fait, l'ensemble de ces pôles doivent communiquer et d'être complémentaires les uns avec les autres, c'est-à-dire que évidemment, il y a la partie tarification, le positionnement tarifaire a toute son importance, mais derrière, comment je m'adresse aux clients et si je fais une campagne de communication sur la mise en marché d'un produit, d'un service, d'une nouvelle offre, très bien, c'est bien de faire de l'affichage, c'est bien de faire de la radio, de la presse ou autre, mais derrière, il faut qu'il y ait une cohérence avec la stratégie marketing plus ciblée qu'on va aborder. Et puis, il y a toute cette notion de parcours client qui va être super importante. Et donc, mon client, si je lui adresse un mail, où est-ce que je veux l'emmener derrière? Est-ce que je veux l'emmener plutôt sur un parcours digital? Est-ce que je veux l'emmener plutôt en agence? Est-ce que je veux que mon conseiller le rappelle ou au contraire rebondisse sur un parcours digital qu'il aurait pu faire? Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment effectivement d'avoir une vue globale, une stratégie globale dans l'approche qu'on peut avoir avec nos clients, dans l'expérience finalement client. Ouais, en clair, avoir une sensation de congruence, de cohérence dans l'ensemble, et pas seulement il y a un service qui a fait une landing page, un autre qui fait un email, un troisième qui fait une campagne, et tout ça pour un produit qui tout le monde partage la fiche produit, mais voilà, à part ça, on partage rien d'autre. C'est ça, en fait, tout le monde a le même objectif, mais à un moment, ce qu'on risque d'oublier, en fait, c'est le client. Et le client, dans tout ça, est-ce que simplement un seul canal, ça va lui suffire? Le monde d'aujourd'hui nous montre que non, et que nos clients, ils sont sur tous les canaux, et ils veulent que tous les canaux se parlent, ils veulent pouvoir passer de l'un à l'autre dans leur expérience d'achat. Donc, nous, il faut qu'on l'approche comme ça et qu'on s'organise de la façon à pouvoir répondre à cette façon de consommer et à ces besoins de consommer. Alors, cette manière de faire, qui très souvent est affichée par les entreprises, mais qui dans la réalité est compliquée à mettre en œuvre parce qu'il faut casser des murs, ça fait combien de temps que vous l'avez mis en place ? Comme je le disais tout à l'heure, c'est une approche qu'on a renforcée, on va dire, depuis 2 ans et demi. Alors, je ne dis pas que ça n'existait pas, hein, évidemment que c'était déjà dans les esprits et qu'il y a eu des choses qui ont été réalisées avant. Mais la vie d'une entreprise, c'est aussi des cycles. Et à un moment, on teste des choses, on dit, bon, ça marche, on garde, mais ça marche moins bien, on a un peu perdu de vue, donc on remet en place. Donc, concrètement, voilà, ça fait 2 ans et demi qu'on donne un peu plus d'importance à cette expérience client et
qu'on donne une volonté très concrète avec des moyens et des ressources pour construire des parcours clients sans couture. Et voilà. Et puis on dépend aussi d'un groupe, le groupe BPCE, nous, qui permet aussi d'avoir ces moyens avec l'application, avec un site web qui ont été refondus, qui ont été retravaillés pour permettre justement de faire communiquer l'ensemble de ces canaux et d'envisager justement des parcours sans rupture, ou avec beaucoup moins de rupture. Alors, je vous rejoins, c'est vrai que beaucoup d'entreprises, on affiche tous cette volonté d'aller vers ce type de parcours omnicanaux. C'est pas simple à faire. Dans la tête des consommateurs, c'est assez évident. On a les usages où ça peut être perçu comme évident. On a envie que l'entreprise elle parle d'une seule voix, que quand je parle à quelqu'un sur Twitter, je veux que ce soit le même service client que si j'appelais, par exemple, ou que mon conseiller, alors qu'en fait, non. Et c'est cette connexion-là qui est difficile aujourd'hui à créer. Oui, qui est difficile à faire parce que voilà, bien souvent dans les entreprises, on est sur des services, des directions qui sont différentes. Donc nous, on essaie de rapprocher tout ça. Et puis, on essaie... alors pour le coup, moi, je suis la direction marketing et j'ai mon collègue Raphaël, la direction de la communication, qui est dans la salle aussi. Donc on essaie justement de se parler et de faire que nos équipes se parlent et travaillent en congruence, en cohérence. Donc il y a une question d'organisation, il y a une question d'outils aussi, et c'est loin d'être le plus simple, puisque il faut que tous ces outils puissent se parler et qu'à un moment on puisse suivre le parcours client, en fait, récupérer toutes les traces qu'il va laisser et puis qu'on puisse travailler efficacement avec tout ça. Donc c'est loin d'être évident, c'est évident dans notre tête de consommateur parce qu'on a l'habitude de consommer comme ça et c'est loin d'être évident concrètement, mais voilà, on essaie d'y travailler et de faire se parler et les services et les outils pour que tout ça fonctionne encore mieux. Vous avez dit que ça s'était accéléré, on va dire, depuis 2 ans et demi. Ça a plus ou moins de connexion, j'imagine, avec la période Covid. Justement, cette période qu'on a vécue, qu'on a tous vécue, que les entreprises ont vécue, des fois subies, est-ce que pour vous, ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a accéléré des choses? Certains disent que cette période a fait gagner 5 ans de maturité aux entreprises qui n'étaient pas forcément digitales. Vous l'étiez déjà. Ça a donné l'accent sur quoi? Ça a mis l'accent sur quoi? Alors, je confirme que ça a été un catalyseur vraiment énorme, la période Covid. Compliqué dans le moment où on vit la période comme tout le monde, mais finalement effectivement déjà comment dire, on a acculturé aussi davantage nos clients à ce qu'on appelle le self-care, être autonome finalement sur nos outils digitaux et ce qu'on pouvait déjà leur proposer sur l'application. Est-ce qu'il y en a qui ont découvert des choses qu'ils ne faisaient pas, justement? Oui, on a clairement vu une croissance des usages de ce qui était déjà existant et que nos clients n'exploitaient pas. Donc pour tout ce qui est opération, on va dire, sans complexité, sans besoin forcément d'un accompagnement du conseiller, clairement, nos clients, ils n'avaient pas trop le choix parce qu'ils étaient confinés chez eux et puis où ils n'osaient pas forcément venir, où nos horaires d'ouverture étaient un peu restreints. Donc clairement, c'était un catalyseur et ils ont découvert que c'était possible. Je pense que c'était une méconnaissance du fait que c'était possible de faire un certain nombre d'actions en autonomie. Donc un catalyseur dans les habitudes de nos clients. Ils ont pris aussi d'autres habitudes avec d'autres acteurs de l'économie. Ils ont consommé différemment, donc ils se sont dit finalement avec ma banque, j'ai aussi envie de consommer différemment. J'ai aussi envie d'instantanéité. J'ai aussi envie de faire des choses depuis chez moi sans bouger. Et puis de notre côté, quand on a vu que forcément les usages se développaient, ça aussi, ça nous a aussi incité à aller plus vite, à aller plus loin, à se dire finalement, on va dire avant on avait peut-être un petit peu cette appréhension de se dire est-ce que nos clients vont nous suivre, est-ce que finalement est-ce que nos clients attendent vraiment de la banque ce type de service ou est-ce que on doit rester l'acteur de référence, l'agence physique, etc. On veut pas brusquer nos clients, on veut pas les perdre en route. On s'est aperçu qu'en fait c'était une direction qu'on pouvait prendre et sur laquelle on pouvait aller plus vite pour pouvoir se concentrer sur nos actions avec davantage de valeur ajoutée et recentrer nos conseillers sur leur cœur de métier qui est plutôt le conseil et être présent dans des moments plus importants et dans des projets plus conséquents. On va parler des agences dans quelques instants, mais justement cette dichotomie entre agences, qui est le principe classique des banques, et le digital, est-ce que c'est aussi lié à une différence d'âge ou des tranches d'âge? Est-ce que c'est une illusion? C'est quelque chose qui n'existe pas ou en fait si?
Alors, si ça existe, nous, quand on va regarder un peu les habitudes de consommation, les habitudes relationnelles de nos clients avec nous, clairement, voilà, les jeunes générations, enfin, en tout cas, voilà, plus on est jeune et plus on est à l'aise et plus on utilise le digital pour tout ce qui est, on va dire, le quotidien, ce qu'on appelle la banque au quotidien, la gestion de son budget, de son compte, sa carte, etc. C'est plus difficile, on a un petit peu plus de mal, effectivement, à aller acculturer les générations un peu plus âgées. Néanmoins, on ne veut pas non plus en faire une généralité, parce que si on commence à stéréotyper, à mettre nos clients dans des cases, ça ne marche plus et on passe à côté de plein de choses. Donc on essaie d'avoir une approche beaucoup plus fine et beaucoup plus segmentée, mais en tout cas, voilà, c'est un constat qu'on a pu faire en regardant un petit peu tout ça. Et donc j'ai oublié le début de la question. Il y avait la question aussi, justement, c'était la question des canaux. Vous le disiez, enfin, vous avez amorcé un peu le début de réponse sur la question de la banque de réseau. Traditionnellement, enfin, les acteurs comme BPCE, enfin, Grande Banque Populaire, sont des banques qui existent depuis longtemps, donc qui sont construites sur une logique de banque de réseau. Quelque chose qui s'est beaucoup développé dans les années 70, qui existe toujours, bien sûr, même si ça a été certainement un peu repensé, redimensionné. Aujourd'hui, comment vous voyez ça? Qu'est-ce qu'on en fait, justement? Et qu'est-ce qu'on fait de ce type de réseau et des personnes qui y travaillent? Ouais. Alors, effectivement, on pourrait se dire, demain, la banque de réseau classique, les agences, peut-être c'est voué à disparaître. En réalité, c'est beaucoup moins tranché que ça. Et les études nous montrent, et c'est aussi ce qu'attendent nos clients, c'est qu'il y a 3/4 des gens, 3/4 de nos clients qui sont attachés à leur agence de proximité et qui ont besoin, qui souhaitent avoir une agence à moins de 15 minutes de chez eux. Et on a, je crois que c'est 85%, j'ai regardé les chiffres, 85% des clients qui sont attachés à avoir idéalement un seul conseiller tout au long de leur relation bancaire. Ça reste un peu idéaliste, hein, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un attachement fort à la relation physique et intuitu personnée avec le conseiller. Et sur quoi ils nous attendent, nos clients, finalement, en termes de relations très personnalisées, c'est lors des moments importants de leur vie. C'est lors de l'entrée dans la vie active, c'est lors de l'achat immobilier, lors de moments un peu difficiles aussi, un décès d'un proche, le chômage, le départ en retraite, un divorce, etc. Voilà, les moments clés de la vie sur lesquels ils ont besoin peut-être davantage d'accompagnement, de conseils aussi. Donc, nous, ce qu'on souhaite, vers quoi on souhaite aller, c'est vraiment d'avoir cette complémentarité entre le quotidien et ce dont le client ce vers quoi le client peut aller tout seul, et l'accompagnement du conseiller. Et donc toute la difficulté, elle est à un moment donné d'avoir de ne pas perdre le lien avec le client et d'avoir cette connaissance quand même de la vie au quotidien du client pour pouvoir être là, justement, être bien présent sur les moments clés. Justement, vous parliez de parcours tout à l'heure. Comment on fait la connexion entre la partie digitale qui se développe donc de plus en plus, qui est dématérialisée? Très souvent, les gens vont faire des recherches en amont. Ils vont, en fait, en gros, très souvent, ils vont peut-être même arriver en agence avec des idées assez précises, une idée aussi de la concurrence. Comment on fait le lien entre les deux par rapport à un conseiller qui, lui, ne sait peut-être pas ce qu'a fait la personne avant en ligne? Comment on fait cette jonction? Comment on crée cette cohérence et cette expérience? Ouais. Alors justement, on est en train de se structurer et se donner des moyens de repérer, par exemple, quand un client va faire une simulation de crédit conso sur notre site. L'idée, c'est de vraiment traquer son parcours, hein, et puis de pouvoir rendre cette information disponible, visible, quasi instantanément, en tout cas dans la journée, au conseiller, pour qu'au moment où le client effectivement pousse la porte de l'agence, le conseiller puisse dire « Ok, monsieur Dupont, je vois, vous avez effectivement commencé à réfléchir sur votre crédit conso, vous aviez pensé emprunter tant, etc. Donc on reprend la discussion où on en était. »
Et l'idée, enfin, ce sur quoi on travaille, c'est qu'il y ait vraiment ces ponts qui puissent fonctionner dans tous les sens et entre tous les canaux. Donc que ce soit les parcours que le client va pouvoir faire sur notre site ou sur son application, sur lesquels il va pouvoir aller au bout ou abandonner, peu importe. Nous, l'idée, c'est de récupérer l'information, qu'on puisse rebondir soit au moment où il va venir nous reparler d'une manière ou d'une autre, soit en agence, soit il va reprendre sa simulation à un moment donné. Mais ça peut aussi faire intervenir d'autres acteurs. On a un centre de relations clients avec des téléconseillers. Donc il faut qu'eux aussi puissent à un moment reprendre la conversation, ou en tout cas le parcours tel que le client l'avait laissé, soit avec son agence, soit en ligne. Est-ce que tout ça s'appuie, j'imagine, sur de la donnée, donc de la collecte de données? Comment vous faites pour faire en sorte, avec les contraintes aujourd'hui qui existent, la fin du cookie, le RGPD, etc., comment est-ce que vous arrivez à exploiter à la fois cette donnée pour arriver à donner cette cohérence de parcours, tout en étant respectueux et éthique sur les questions de données personnelles? Alors effectivement, la question sous-jacente, c'est le consentement, les consentements. Donc jusqu'à présent, le cookie, c'est encore d'actualité. On a un très bon taux d'acceptation de nos cookies, des cookies par les clients. Donc c'est vraiment un gage de confiance. Et on se dit, voilà, nos clients ont confiance en l'institution bancaire, en la Banque Populaire. Donc c'est déjà une très bonne chose. Et ça nous permet justement, effectivement, de pouvoir rebondir sur ces parcours digitaux. Est-ce que vous voulez vous leur expliquer en général le petit pop-up en disant nous c'est des cookies, tu nous veux ou tu ne veux pas. Est-ce que là vous allez plus dans une logique un peu pédagogique de dire en acceptant ça va nous permettre de vous proposer une expérience augmentée? Oui, il y a cette petite pop-up, mais voilà, pour le moment, on ne va pas plus loin. Et on n'a pas donné un rôle aux conseillers en agence pour rassurer là-dessus. Par contre, on a un gros sujet sur les consentements opt-in, où là, il y a un vrai rôle du conseiller, effectivement, pour rassurer sur l'objectif, sur le fait que le client ne sera pas surchargé de communication, etc. Et on va avoir bientôt un deuxième sujet sur le consentement RGPD, où potentiellement, on va pouvoir demain exploiter les données de paiement, de prélèvement de nos clients. Donc ça, c'est un vrai sujet parce que ça peut être très sensible pour le client. Mais en même temps, c'est pour effectivement mieux le connaître et lui proposer une expérience améliorée, optimisée, encore plus ciblée. Donc là, il va falloir qu'on sensibilise nos chargés de clientèle pour rassurer leurs clients par rapport à ces consentements. Alors, je suis assez méfiant, des fois, très souvent, on met en avant le côté, la magie de la data, c'est fabuleux, la data va tout résoudre, etc. Est-ce qu'il y a des moments, dans les expériences que vous avez pu vivre jusqu'à présent, des moments où finalement cette data n'est pas allée, ne vous a pas forcément aidé à décider des éléments qui sont peut-être contre-intuitifs et sur lesquels, typiquement, le conseiller peut apporter un regard? Alors on teste beaucoup de scores d'appétence. On développe des algorithmes en fonction de la data qu'on peut avoir sur nos clients pour développer des scores d'intérêt de nos clients sur tel ou tel produit ou service. Ça a certaines limites. Alors effectivement, le biais, les limites, on est en train de chercher d'où elles viennent. Soit c'est l'algorithme lui-même qui, à un moment, part sur des trucs qui sont pas forcément, qui peuvent être contre-intuitifs pour le coup, ou soit c'est la façon dont on peut, à un moment où le conseiller peut exploiter ça en disant si lui-même n'est pas convaincu, il va être moins bon dans sa force de proposition et du coup ça va être contre-productif. Donc la magie de la data, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, c'est pas un coup de baguette magique qui va tout régler et faciliter la vente derrière. Oui, donc il y a du boulot. On est pour les 10 ans de l'RFD, donc il y a l'avenir aussi, c'était aussi le sens de cette édition. Vous aujourd'hui, ce que vous êtes en train de construire, c'est pour l'avenir. Jusqu'où vous avez envie d'aller? C'est quoi la vision que vous avez envie d'atteindre? Alors, ce que je disais tout à l'heure, vraiment l'idée, c'est d'aller vers des parcours vraiment sans couture, où le client, quel que soit l'interlocuteur, quel que soit le canal, on le reconnaisse. Et ça, c'est vraiment ce qu'attendent nos clients, d'être connus et reconnus. Et donc, c'est vraiment qu'il ait cette sensation-là et qu'il soit conforté dans cela. De pouvoir être dans cette complémentarité très forte dans tous les canaux. Il y a encore du boulot et on le fait sur certains parcours. Je parlais de crédit consommation, on le fait aussi sur tous les produits d'assurance, mais il y a encore plein de choses et plein de produits et de services sur lesquels on ne sait pas le faire pour le moment. Il
voilà, je veux dire, on regarde souvent des sociétés comme Amazon et autres, et on se dit, voilà, on a l'impression d'être connu, alors qu'il n'y a même pas d'humain derrière, mais on a tellement l'impression d'être connu quand on va sur ce type de site. Donc ce sur quoi on veut vraiment aller, c'est ça, mais en rajoutant l'humain derrière et la confiance que le client peut avoir dans l'humain et dans l'institution en plus. Donc cet humain, il peut aussi bien être derrière un téléphone, un ordinateur, qu'on va y revenir sur les agences, qui elles vont continuer à exister de ce que j'ai compris, mais ça veut dire aussi qu'il faut peut-être repenser la relation en agence. Je sais qu'il y a des tests qui ont été faits divers et variés pour essayer d'imaginer une relation différente avec tablette, sans tablette, tout ça. Aujourd'hui, vous en êtes tout là-dessus? Alors les questions, elles se posent toujours. Effectivement, il y a eu des expérimentations. Nos conseillers aujourd'hui nous ont des tablettes. On est en train de se poser la question si effectivement c'est la bonne idée. Peut-être qu'on y reviendra. Peut-être qu'on aura un poste de travail finalement qui sera à la fois digital et voilà, qu'on pourra partager avec le client. Nos agences, le conseiller va rester un pilier de nos agences, je pense encore pendant quelques années. Par contre, c'est son métier qui va changer forcément, où il va falloir qu'il se positionne davantage sur de l'expertise, sur des points d'expertise pour apporter une vraie valeur ajoutée par rapport à tout ce que le client peut trouver lui-même sur Internet, peut faire lui-même. Effectivement, sans doute des espaces beaucoup plus ouverts dans lesquels le client va pouvoir aussi venir faire ses opérations, en même temps chercher du conseil. On teste des agences avec des espaces de coworking notamment et de partage pour nos professionnels. Donc c'est qu'il y a des entreprises qui peuvent venir à un moment donné, pour la journée ou pour l'après-midi, hein, pas forcément pour travailler voilà, sur de la durée. C'est quoi l'intérêt de faire ça? En fait, c'est de pouvoir aussi se rencontrer les professionnels entre eux et d'avoir vraiment un espace un peu partenariat, si vous voulez. Donc on teste des choses comme celle-là, mais voilà, clairement, nos agences vont perdurer avec des conseillers qui seront un peu le pivot, le chef d'orchestre d'une relation bancaire qui sera beaucoup plus large avec des experts, des spécialistes autour, le self-care, le digital, voilà. Merci beaucoup Marianne. Est-ce qu'il y a des questions? C'est ça, on va passer aux questions. Alors, on va commencer par peut-être des questions dans la salle. Oui, on parlait d'humain, soyons humains. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, vous levez le bras. Nous, on ne vous voit pas trop de la scène. Mais on ne voit pas. Voilà, on a les lumières. Vous levez le bras et normalement, quelqu'un vous apporte un micro. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question au milieu, là, je vois. J'ai vu un bras se lever. Désolé, on a un petit problème de son, ça résonne un petit peu, désolé, mais on est dessus. Comme c'est la 10e édition, on l'avait jamais eu, voilà, je dis, on innove. Bonjour, merci pour votre intervention très intéressante. Concrètement, vous avez mis quel outil derrière vos différents points de contact clients pour pouvoir collecter tout et traquer tout le Customer Journey? Ouais, merci, on travaille donc avec Adobe Analytics. Enfin, on a plusieurs outils en fait. Hein, et la difficulté, ce que je disais, c'est que les outils derrière, il faut les brancher les uns avec les autres. Donc clairement, on travaille. Il n'y a pas de solution magique. Non, il n'y a pas. Enfin, ça existe peut-être, mais en tout cas, l'histoire fait que, à un moment, on a rajouté des outils. À un moment, on essaie de les interconnecter. Donc, on travaille avec Adobe Analytics. On travaille aussi avec l'outil Salesforce. On a la suite Adobe et on travaille avec Salesforce. Donc, on essaie de brancher les deux. Salesforce, c'est plutôt notre outil pour traiter tout ce qui est leads et en tout cas essayer de les transformer, et Adobe est plutôt notre outil pour pouvoir traquer et derrière filtrer avec l'outil CRM. Donc, voilà. Je peux poser une question complémentaire. Du coup, vous faites du marketing automation derrière ou pas? J'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y a du marketing automation? Pardon, excusez-moi, c'est votre question. Est-ce que vous faites du marketing automation? Merci. Assez peu. On a vraiment, nous, ce souci d'avoir l'analyse humaine derrière. Donc, c'est vraiment, on va plutôt aller vers du traitement humain et voilà. Donc, c'est pas trop l'idée et l'objectif. Pour autant, de ce que j'ai compris, lorsque quelqu'un vient en agence, prend des renseignements ou autre, vous allez peut-être les relancer derrière. Oui, donc c'est une sorte quelque part un peu de marketing automation, mais oui, on va les relancer, mais in fine, à un moment donné, il y a quand même il y a un humain et un conseiller
à un moment donné du parcours. Oui, on ne rentre pas dans un funnel avec 5 emails qui vont tomber en disant vous nous manquez, venez, etc. Ouais, etc. ouais. Oui, et puis on travaille aussi pour le moment dans une logique un peu empirique et itérative, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui fonctionne et donc pour le moment on n'a pas fait d'un canal full web tout automatisé parce que ça, voilà, pour le moment c'est pas ce qui fonctionne et puis on veut vraiment identifier chaque morceau de parcours et essayer de l'optimiser au mieux. On a une question a priori sur Livestorm. Donc Tout à fait. On a Jean-Baptiste qui demande combien de personnes travaillent sur les outils pour analyser les parcours et les scores. Et j'aurais envie de rajouter aussi quel type de profil il y a dans ces équipes. Alors, la question, c'est difficile d'y répondre comme ça parce qu'en fait, on est, comme je disais tout à l'heure, on dépend d'un groupe BPCE qui nous apporte aussi et les outils et une partie de l'expertise. Donc, combien de personnes, moi dans mes équipes sur la partie, et puis on travaille avec d'autres directions, mais j'ai une chef de projet marketing digital, on a une personne qui est sur l'outil CRM et qui est particulièrement dédié à ça, on a un webmaster, on a plusieurs compétences comme celle-là, mais on s'appuie aussi beaucoup sur la mutualisation du groupe BPCE, donc c'est pas évident de répondre. Et en termes de profil, on a autant des marketeurs, des communicants, webmasters, chefs de projet, finalement c'est assez varié. Ok. Margot, c'est Margot, au je ne nom sais des pas où tu clients, es. je suis là. Est-ce Oui, que tu as tout j'ai juste compris une petite remarque à faire, une précision. En fait, donc j'ai compris qu'il y avait un tracking quand on commence à aller faire des simulations de crédit conso sur le web. Et j'aimerais dire au nom de tous les clients, c'est très gentil de votre part de faire ça, mais on n'est pas toujours très rationnel. Hein. Donc mettons-nous d'accord. Par exemple, si on a fait ça à 1h du matin, oubliez, c'est probablement qu'on ne pensait pas à ce qu'on faisait. C'est comme un SMS alcoolisé. Il y a prescription. Faut pas toujours... c'est peut-être que j'ai cru que j'allais m'acheter une villa à Los Angeles et le lendemain, je me suis souvenu que j'avais 800 € sur mon compte pour vivre. Donc l'emprunt de 75 000 € avec 800 € de revenus par mois, c'est vous, on oublie Margot. Je le pensais pas, Marianne. Ok, j'annule le parcours. Fais tabou la rasa, merci Je beaucoup. supprime le lead, pas de Merci. problème. Merci Margot pour ton intervention. On peut applaudir Merci Marianne. Merci beaucoup. Merci à tous.